Salut les championnes, salut les champions, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe du Monde féminine 2023 qui approche à grands pas. Elle se déroule dans moins d'un mois en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de cette compétition, mettre en avant le football féminin et le sport féminin en général et parler de cette compétition qui a plutôt fait parler ces derniers temps autour de sujets surtout extra-sportifs avec la question des droits télé ou encore la question du développement du foot féminin. On va parler de ça, mais d'abord on va évoquer les enjeux sportifs et on va aussi évoquer à la fin de la vidéo les chances de l'équipe de France dans ce tournoi majeur. Petit point rapide d'histoire sur le mondial féminin. Des premières coupes du monde ont déjà eu lieu à partir des années 70, mais c'est la FIFA qui les organise depuis 1991. En Australie, en Nouvelle-Zélande en 2023, ce sera la 9e édition de la Coupe du Monde, à savoir que 4 Coupes du Monde ont déjà été remportées par les États-Unis, qui ont l'occasion de faire le triplé. Ce serait la première fois qu'une équipe remporte 3 fois consécutivement la Coupe du Monde. Les États-Unis ont été championnes en 2015, en 2019 en France également. Seule l'Allemagne a remporté 2 titres pour les Allemandes en 2003 et en 2007. Le Japon et la Norvège ont remporté un titre chacune. Ce sera aussi l'occasion de voir pour la première fois une Coupe du Monde à 32 nations. Comme pour les hommes jusqu'à présent. Jusqu'alors, le mondial se disputait à 24 pays, en 2015 et en 2019 en France. Ce mondial se déroulera dans des conditions particulières, en Nouvelle-Zélande et en Australie, du 20 juillet au 20 août, au plein milieu de l'été, puisqu'on le rappelle, la FIFA voulait organiser sa Coupe du Monde des clubs, mais elle n'a pas eu lieu, sur les dates de juin à juillet, et elle aura lieu du coup à des horaires également particuliers, notamment pour nous les Français à l'autre bout du monde. Les matchs se dérouleront de 4h30 à 14h30, ce qui peut être compliqué pour la suivre, et donc ça va compliquer les choses au niveau des négociations des droits télé. Et justement, on va parler des enjeux en dehors du terrain, avec d'abord les enjeux d'audience, et ensuite de développement du foot féminin. Alors dans la procédure de négociation pour les droits télé, Gianni Infantino avait mis en avant le fait que, je le cite, 100% des droits payés iraient directement au football féminin dans le cadre de l'action de la FIFA en faveur de l'égalité des conditions et des salaires. Et donc, le président suisse-italien de la FIFA menaçait de ne pas baisser les prix des droits télé dans les négociations. Cette question des droits télé, maintenant, elle est résolue dans les pays du Big Five. On se souvient que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France n'avaient pas de diffuseur jusqu'à 1 mois et demi avant le début de la compétition. En France, la question a été saisie par notamment Marinette Pichon, ancienne star de l'équipe de France, qui avait fait la Coupe du Monde avec les Bleus en 2003. Et on a également la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, qui en a fait une affaire d'État en se saisissant directement des négociations, ce qui a abouti puisque un accord a été trouvé avec M6 et France Télévisions pour la diffusion de la moitié du tournoi en clair, ce qui est une très bonne nouvelle, alors qu'Infantino demandait pas moins de 20 millions d'euros pour les droits TV. Il se plaignait d'ailleurs que les propositions étaient bien en deçà de celles pour la Coupe du Monde masculine au Qatar. Alors moi je pense que c'est quelque chose de logique, et d'ailleurs c'est aussi la logique des médias, puisque c'est sur une période où les gens seront moins devant leur télé, puisque c'est en plein été. C'est aussi au niveau des horaires que ça pose problème. Ce seront des matchs qui seront beaucoup moins suivis, et donc c'est beaucoup moins intéressant économiquement parlant pour une chaîne de diffuser ce mondial à un prix d'achat trop important, puisque cela ne pourrait pas être rentable pour les différentes chaînes. En même temps que cet accord pour la diffusion de la Coupe du Monde féminine, M6 et France Télévisions ont aussi obtenu les droits de diffusion des matchs de l'équipe de France féminine jusqu'en 2027. Cela est une bonne nouvelle pour le développement du foot féminin. Et d'ailleurs, on va parler du développement du foot féminin, alors que la Coupe du Monde a eu lieu en France il y a 4 ans. On ne voit pas forcément de nouvel élan mis en place 4 ans après, contrairement à ce qu'on avait pu entendre à l'époque. On voit que même le football anglais commence à dépasser l'équipe de France. L'Angleterre a d'ailleurs remporté le championnat d'Europe. Les clubs, notamment au niveau des clubs, Chelsea, Arsenal, qui disputent les demi-finales de Ligue des Champions, alors que pour la première fois depuis un certain temps, les clubs français n'étaient pas à ce stade de la compétition. J'entends par là PSG et l'Olympique Lyonnais, les 2 places fortes du football féminin en France. Lyon a remporté 8 fois la Ligue des Champions tout de même.
Et on commence à se faire concurrencer par l'Angleterre et aussi par l'Espagne, avec notamment le Real Madrid qui a mis en place sa section féminine à partir de 2020. Des places fortes qui commencent à naître, avec en face également l'Allemagne qui a toujours été présente un peu au même rythme que la France, avec des clubs comme Potsdam ou Wolfsburg qui a disputé encore une fois la finale de la Ligue des Champions. Et puis d'ailleurs on peut voir l'émergence du football espagnol avec le Barça qui a remporté de nouveau une Ligue des Champions, comme c'était d'ailleurs le cas en 2021. Petit problème également pour le développement du football français, et ça a fait parler d'ailleurs, c'est la finale de la Coupe de France féminine qui s'est déroulée au stade de la Source à Orléans devant au maximum 8000 personnes, petit stade, comparé à l'Angleterre où la finale de la FA Cup féminine s'est déroulée devant pas moins de 90 000 personnes à Wembley, ce qui est un écart immense et ça donne pas vraiment une bonne image du football féminin en France. On n'essaye pas de les mettre en avant, notamment à travers de ce stade. Alors que la finale de la Coupe de France se déroule au Stade de France, et voilà, on a un lever de rideau avec une finale de Coupe Gambardella, je suis sûr que y a limite plus de personnes devant cette finale de Gambardella que la finale de la Coupe de France féminine, malheureusement. Et en sachant en plus que la finale de la Coupe de France féminine cette année, c'était un classique entre Lyon et Paris, l'affiche la plus suivie, la plus médiatisée du football féminin français. Et on a également le sujet des infrastructures qui est revenu, et c'est d'ailleurs ce que pointait du doigt le nouveau sélectionneur Hervé Renard. Les infrastructures en D1 féminine dans le championnat de France, elles n'aident pas forcément les joueuses et les médias à mettre en avant leurs produits. Quand on voit des gouttes de pluie sur la caméra en plein live et qu'elles ne sont pas essuyées, enfin bref. On peut voir également les conditions sur le terrain pour les joueuses, le terrain de Soyaux qui a été beaucoup critiqué cette saison. Je pense d'abord, comme Hervé Renard, je le rejoins totalement là-dessus, qu'il faudrait développer ces infrastructures avant de vouloir mettre en avant le produit du foot féminin, qui devrait être intéressant, d'ailleurs comme c'est le cas en Angleterre petit à petit, puisqu'on est vraiment encore à des années-lumière des infrastructures des États-Unis, quadruple championne du monde, je le rappelle. Puis on a un championnat aussi qui manque d'homogénéité. Ça a été un des grands problèmes pour l'équipe de France dans les grandes compétitions, c'est qu'en championnat, ces joueuses qui y évoluaient pratiquement toutes dans leur pays ne pouvaient pas se frotter à des grandes affiches, si ce n'est seulement les Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, qui arrivaient 2 à 3 fois par an en moyenne. Donc c'était compliqué d'arriver dans des grandes compétitions avec une pression à gérer, avec des grands matchs à jouer, en étant prête face aux États-Unis où les joueuses sont habituées à jouer dans un championnat plutôt homogène avec des grandes affiches assez régulièrement. Mais là maintenant on a de plus en plus de joueuses qui s'en vont à l'étranger, on a moins ce problème. On a par exemple notre gardienne Pauline Perromanin qui joue à la Juventus, on a quelques joueuses en Angleterre, on a par exemple F. Périssé qui évolue à Chelsea, Amandine Henry qui est revenue aux États-Unis. Mais ça reste encore assez limité puisqu'on a tout de même beaucoup de joueuses qui restent en France, même si on a des clubs qui se professionnalisent d'autant plus. Cette année, on a une belle lutte pour la Ligue des Championnes, pour le barrage en Ligue des Championnes avec Montpellier, Paris FC et Fleury. Fleury d'ailleurs entraîné par Fabrice Abriel. Ça montre un peu l'intérêt qui est un petit peu croissant pour le football féminin, mais il y a encore une grande marche à franchir. Il est donc temps maintenant d'évoquer les chances de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde féminine. L'équipe de France a-t-elle ses chances ? Alors la France, il faut savoir qu'elle s'est développée progressivement sur la scène mondiale du foot féminin, puisque le premier mondial de l'équipe de France féminine n'était pas en 1991, mais en 2003, avec donc Marinette Pichon, je l'ai cité tout à l'heure. Et ensuite, les Bleus ne se sont pas requalifiés directement en 2007, et depuis 2011, on a toujours les Bleus dans un mondial, avec comme meilleur résultat une demi-finale et au moins à chaque fois les quarts de finale qui ont été atteints. Le meilleur résultat des Bleus, donc c'est une demi-finale en 2011, une défaite 3-1 contre les États-Unis, et avec ensuite une défaite en petite finale face à la Suède. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'équipe de France féminine a commencé à vraiment être suivie sur l'Hexagone, avec la continuité ensuite des Jeux Olympiques de Londres en 2012 où les Bleus ont également atteint le carré final avec une défaite face au Japon 2-1, avec notamment un but d'Eugénie Le Sommer qui sera là, la meilleure buteuse des Bleus pour le Mondial 2023, et une défaite en petite finale ensuite face au Canada 2-1. Alors depuis, l'équipe de France n'avait plus jamais réussi à atteindre le carré final. Il a fallu attendre l'année dernière et l'Euro 2022 pour que les Bleus rejoignent
une demi-finale après la victoire face aux Pays-Bas en quart de finale de l'Euro. L'équipe de France était inclinée en demi contre l'Allemagne et donc n'a toujours pas réussi à atteindre une finale d'une grande compétition. L'objectif fixé par la fédération, c'est bien sûr d'atteindre le carré final et pourquoi pas atteindre pour la première fois une 3e place, au moins, même si on espère bien mieux pour l'équipe de France. L'équipe de France qui va se présenter d'ailleurs dans un nouvel élan, et on va évoquer maintenant la nomination d'Hervé Renard et la crise de la Fédération française de football qui a amené Corinne Diacre à perdre son poste. Tout commence en octobre 2022, lorsqu'une mission d'inspection générale d'audit et de contrôle sur le pilotage de la Fédération française de football au sujet du non-respect des obligations, qui s'y attache notamment autour de l'article 40 du Code de procédure pénale, autour de nombreux sujets de harcèlement moral et sexuel qui ont pu tourner ces derniers mois autour de la fédération et qui ont créé son explosion. Cette procédure a abouti à la mise en retrait de Noël Le Graët en janvier dernier. Bizarrement, suite aux propos sur Zinedine Zidane et pas directement sur ces faits, puisqu'ensuite le rapport d'audit publié à la mi-février a annoncé que ce dernier n'avait plus la légitimité nécessaire pour diriger la Fédération française de football, son comportement envers les femmes a été pointé du doigt, son alcoolémie également, personnage très contesté, et donc il a été mis à pied définitivement. Il ne reviendra plus en poste et c'est donc Philippe Diallo qui a pris sa place et qui le restera jusqu'en 2024. Le choix de Noël Le Graët de prolonger Corinne Diacre, qui a été pris sans consensus, a donc été remis en question par sa destitution, si je puis dire, à son poste de son poste de président. Et Corinne Diacre elle-même était contestée depuis la fin du Mondial 2019. On se souvient, elle avait critiqué sa buteuse, la meilleure buteuse de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer, avec 88 réalisations. Elle l'avait critiqué, les relations s'étaient tendues, notamment avec les Lyonnaises, avec sa capitaine Amandine Henry également, qui avait pris la parole au sujet des conditions des derniers rassemblements de l'équipe de France à l'époque. Et on a également, plus récemment, la retraite internationale de Boady, bien sûr, en 2020, mais aussi Wendy Renard, qui avait annoncé en février prendre sa retraite si Corinne Diacre était encore en poste. Des joueuses l'ont suivi, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, des cadres de l'équipe de France qui a amené le 9 mars, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé de la fin du contrat de la sélectionneuse de l'équipe de France et donc de mettre en place un comité pour la nomination du nouveau sélectionneur avec Jean-Michel Aulas, grand homme du football féminin, avec Aline Riera ou encore Laura Georges, ancienne défenseuse de l'équipe de France féminine. Et donc ceci a abouti à la mise en place d'Hervé Renard au poste de sélectionneur des Bleus. Il a annoncé sa liste dès le 30 mars, avec des retours importants, à l'image d'Eugénie Le Sommer, des joueuses qui ne peuvent revenir pour l'instant suite à leurs blessures. Là je parle de Marie-Antoinette Katoto par exemple, mais en tout cas une liste pleine d'espoir, un retour plein d'espoir pour le prochain mondial. Et moi je pense que c'est un sélectionneur avec qui on peut croire à une belle histoire avec l'équipe de France féminine. Il a l'envie de représenter la France. Il a accepté de diviser son salaire d'Arabie Saoudite par 20, puisqu'il venait disputer le Mondial 2022 avec l'Arabie Saoudite, avec, on se souvient, l'exploit face à l'Argentine, victoire 2-1 lors du premier match de poule de ce Mondial au Qatar. Et ce sera également un homme expérimenté qui va disputer ce mondial sur le banc de la sélection française. Ce sera la 10e compétition majeure d'Hervé Renard, qui est également un homme qui sait remporter des compétitions. Il l'a prouvé avec la Zambie et avec la Côte d'Ivoire en remportant 2 Coupes d'Afrique des Nations. Il a beaucoup voyagé, il a connu plein d'expériences, notamment avec les sélections, bien qu'il soit également passé par le FC Sochaux-Montbéliard, par le Lille Olympique Sporting Club. Il a à cœur de représenter la sélection française, de chanter l'hymne tricolore, et il a également en ligne de mire la préparation des Jeux Olympiques 2024 en France. On en parlera dans une autre vidéo, bien sûr, sur le foot et les Jeux Olympiques. Et quand on voit l'effectif de l'équipe de France que je vous affiche à présent à l'écran, on peut avoir de l'espoir, puisque malgré les absences majeures de Marie-Antoinette Katoto, la grande joueuse du Paris Saint-Germain blessée lors de l'Euro 2022, Delphine Cascarino également absente qui s'est blessée récemment, la blessure également en défense de Grijembok, l'absence de Kéra Moraoui, pour des raisons différentes. On a certains retours qui peuvent donner de l'espoir et des retours de joueuses plutôt expérimentées que sont Eugénie Le Sommer ou Amandine Henry, ancienne capitaine de l'équipe de France, qui auront des responsabilités
et qui peuvent nous laisser croire que ce groupe sera plutôt équilibré avec des jeunes joueuses, des pépites, mais aussi des joueuses qui savent avoir le comportement de leader sur le terrain dans les moments importants. Des joueuses expérimentées comme Wendy Renard, bien évidemment, pour qui ce sera le 4e mondial. Elle a remporté 8 Ligues des Championnes avec l'Olympique Lyonnais, c'est un palmarès énorme. Elle a disputé la 2e Coupe du Monde de l'équipe de France en 2011. Elle a une sacrée expérience, ça a toujours été une joueuse très très importante, surtout dans les dernières minutes, où elle pouvait venir mettre sa tête sur les corners. La défenseuse centrale de l'équipe de France est une pièce très importante de l'équipe des Bleus. On a également des jeunes joueuses qui peuvent se révéler. Alors là, je pense notamment à Lorina Fazer, meilleur espoir de la D1 féminine. Je pense également à Selma Bacha, la défenseur gauche, qui peut prendre la place de Sakina Karchaoui en latéral, mais qui peut aussi monter d'un cran dans le milieu où on attaque devant. Et donc là, quand on voit la composition probable de l'équipe de France, on peut clairement penser que les Bleus se présenteront en Océanie en tant que favoris, avec une gardienne qui prend de plus en plus d'expérience, Pauline Perromagnin, qui a prouvé de nombreuses choses déjà sous le maillot bleu, mais aussi avec la Juventus. On a Sakina Karchaoui ou Selma Bacha sur le côté gauche, qui sont des joueuses toutes deux performantes à leur poste. La capitaine incontestable et incontestée Wendy Renard, qui sera du coup épaulée en l'absence de Kate Jambok de Elisa de Almeida, qui évolue sous les couleurs du Paris Saint-Germain. F. Périssé à droite, championne d'Angleterre avec Chelsea, qui s'est parfaitement imposée chez les Blues dès sa première année. Au milieu de terrain, alors on ne sait pas exactement si ça ressemblera à ce que je vous propose là sur votre écran, mais on aura tout de même des joueuses de renom. Amel Majri, de retour de maternité, qui apparaît directement en forme et qui pourrait tenir sa place. Sinon, on pourrait avoir une Lorina Fazer à sa place ou une Clara Matteo plus bas sur le terrain. On ne sait pas franchement encore à quoi va ressembler ce milieu de terrain exactement, mais on peut se faire une idée des noms avec la liste donnée par Hervé Renard. Et quand on voit également Grace Gayoro à ses côtés, la capitaine du Paris Saint-Germain, et Amandine Henry qui va faire son retour, on peut se dire que ce milieu de terrain a une certaine consistance et est porteur de certains espoirs. Et quand on voit l'attaque également avec Clara Matteo qui s'est imposée depuis le dernier mondial avec l'équipe de France, quand on voit également Kadi Diatoudiani qui est maintenant la star incontestée de cette équipe en l'absence de Katoto et de Cascarino, on peut clairement y croire, et surtout devant avec Eugénie Le Sommer, même si Hervé Renard disait qu'il n'y avait pas de véritable buteuse. On peut penser que l'équipe de France va sortir en tête de sa poule, puisque les derniers résultats de l'équipe de France face au Brésil sont plutôt positifs. Mais on peut tout de même rester sur nos gardes, et l'équipe de France en 42e place pourrait en plus directement retrouver leur bourreau allemand dès les 8e de finale. Et on se souvient que l'Allemagne, ça reste un mauvais souvenir pour l'équipe de France, notamment lors du dernier Euro, mais aussi lors du Mondial 2015, où les Bleus ont été éliminés en quart de finale au tir au but. Il y a eu plusieurs occasions pour l'équipe de France d'ailleurs de passer devant et de rejoindre de nouveau les demi-finales. Et pour moi, ça a d'ailleurs été un véritable tournant dans la tête des Bleus de ne pas réussir à passer ce quart de finale face à l'Allemagne en 2015. Donc faut se méfier, il faudrait terminer en tête de sa poule, mais si l'Allemagne ou la France termine deuxième de son groupe, une confrontation entre les deux pourrait arriver en 8e de finale. Normalement, l'équipe de France, si tout se passe bien, devrait affronter la Colombie, mais pareil, il faudrait rester sur ses gardes, puisque la Colombie a également fait du mal à l'équipe de France lors du Mondial 2015, défaite 2-0 de l'équipe de France en phase de poule, même si cela ne leur avait pas porté un préjudice. Une partie de tableau quand même assez compliquée avec de beaux adversaires de beaux noms. L'équipe de France sera dans la partie de tableau du Canada, du Danemark, de l'Allemagne et de l'Angleterre, donc de très belles équipes à qui il faudra se frotter si l'aventure se passe bien. Mais l'équipe de France devrait en avoir les épaules et on l'espère. Cette fois, contrairement à 2019, où l'équipe de France a été éliminée en quart de finale par les championnes du monde états-uniennes, les Bleus ne pourraient retrouver les États-Unis qu'à partir de la finale, puisqu'elles ne sont pas dans la même partie de tableau. On pourrait également retrouver les finalistes de la mondiale, les Pays-Bas en finale aussi. Les Pays-Bas qui ont réussi à la France dernièrement à l'Euro 2022.
puisqu'elles ont été battues en quart de finale par les Bleus. Et bien voilà, vous savez un petit peu près tout ce qu'il faut savoir pour ce mondial 2023, en espérant que vous allez pouvoir le suivre malgré les horaires qui sont parfois un petit peu pénibles, mais je pense que c'est une compétition qui mérite d'être regardée. Alors bien sûr, il faut prendre le recul de ne pas comparer football féminin et football masculin, on ne peut pas s'attendre au même spectacle puisqu'elles ne sont pas les mêmes conditions physiques, ce ne sont pas les mêmes préparations, le football féminin ne jouit pas des mêmes infrastructures et de la même densité. Il faut tout de même apprécier le spectacle proposé, on espère qu'on en aura du côté de l'équipe de France. Moi je pense qu'il faut essayer de suivre cette compétition également pour montrer un certain intérêt, essayer d'en parler comme je le fais actuellement pour mettre un petit peu cet événement en lumière, et pourquoi pas après voir le football féminin continuer de se développer comme on a vu que c'était le cas en Angleterre et en Espagne. C'est un mondial également où on va pouvoir voir des stars, bien évidemment. Dans chaque sélection, il y a des grandes joueuses à suivre. Malgré l'absence de Beth Mead avec l'Angleterre, on aura tout de même la Ballon d'Or qui sera de retour. Alexia Putellas pour ce mondial, elle était absente lors du dernier Euro, la milieu de terrain du Barça, double Ballon d'Or. On aura également des Ada Hegerberg qui a fait son retour avec la sélection. On aura surtout en équipe de France, des grandes joueuses, mais aussi du côté des États-Unis, avec des jeunes joueuses à suivre. Je pense à Trinity Rodman, qui va pouvoir essayer de s'imposer sur l'aile, qui sera une des joueuses à surveiller durant cette Coupe du Monde. Du côté de l'Allemagne, on aura aussi Alexandra Popp, qui sera là, la buteuse de Wolfsburg, que Martens côté des Pays-Bas, et j'en passe. Sam Kerr avec l'Australie, qui sera à domicile également à suivre. On aura aussi des matchs intéressants dès les phases de poule à suivre, que je vous invite à regarder particulièrement avec attention. Le Espagne-Japon, l'Angleterre-Danemark par exemple. On aura également un États-Unis-Pays-Bas dès la phase de poule, la revanche de la finale de 2019 remportée par les États-Unis. Et on aura aussi dans notre poule donc un France-Brésil à suivre avec attention. Voilà, je voulais finir avec vous en évoquant rapidement les dates importantes pour l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2023 qui démarre le 20 juillet, avec 2 matchs amicaux pour l'équipe de France. Un premier face à l'Irlande le 6 juillet à 21h à Dublin. Les Bleus partiront ensuite le 8 juillet en Australie, où elles seront basées, avant d'affronter donc l'Australie le 14 juillet, également sur W9 à 21h. Le mondial débute ensuite le 20 juillet à 9h par un Nouvelle-Zélande-Norvège, donc match d'ouverture du mondial. Et l'équipe de France d'Hervé Renard commencera sa compétition le 23 juillet par une rencontre à midi face à la Jamaïque. On enchaînera ensuite le 29 juillet par la rencontre tant attendue face au Brésil, également à midi. Et le 2 août, les Bleus affronteront le Panama à 12h. La finale aura lieu le 20 août à midi également, et on espère y être. Voilà, c'était tout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous passerez un bon mondial et je vous le souhaite. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, suivre le sport c'est bien, le vivre c'est mieux. Bonne journée à tous.